Bonjour, je suis Cédric Canal et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sud-Ouest Sportcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest consacré au sport. Au sommaire de ce 12e numéro, et oui déjà, la préparation mentale dans le sport. Et pour m'accompagner, Frédéric Lahari, chef du service des sports de Sud-Ouest. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors pour aborder en détail ce sujet, nous accueillons un spécialiste, Anthony Mette, docteur en psychologie spécialisé en psychologie du sport et de la santé. Bonjour Anthony. Bonjour. Et je précise, vous êtes aussi formateur et chercheur associé à l'Université de Bordeaux et que vous avez publié plusieurs ouvrages dont Préparation mentale du sportif, méditer, se concentrer, gagner. Et votre dernier, Le bien-être, ça se travaille, des ouvrages à retrouver aux éditions Vigo. Sud-Ouest Sportcast spécial préparation mentale dans le sport, c'est parti. Alors Anthony, je le disais en présentation, vous êtes donc préparateur mental, une profession dont on entend de plus en plus parler, notamment dans le milieu du sport. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter les grandes lignes de votre activité ? Bon, en fait, c'est extrêmement simple. Nous sommes des entraîneurs du mental, du cerveau. Comme il y a des préparateurs physiques, on fait la même chose qu'eux, c'est-à-dire que en début de saison ou en cours de saison, on voit des joueurs qui ont des difficultés souvent donc, psychologiques. On fait un bilan avec eux, on évalue leur fonctionnement psychologique assez global. En fonction de ça, on met un programme d'entraînement sur plus ou moins longtemps, sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Tout dépend de leur profil et de leurs objectifs. Et on s'entraîne concrètement, des fois au quotidien et des fois de façon plus hebdomadaire ou plus large sur cette durée-là. Voilà. Mais c'est vraiment une démarche d'entraînement. Comme on a une démarche d'entraînement physique, on va maintenant s'entraîner mentalement. Parce qu'on considère que le mental a un impact vraiment important sur les performances sportives et sur la progression juste sportive. Donc on va s'entraîner à ça. Vous travaillez individuellement avec les sportifs ou ça peut vous arriver de travailler collectivement ? Alors pour ce qui est de mon cas perso, je travaille quasi que en individuel, c'est-à-dire que je vois les sportifs individuellement au cabinet ou sur Skype pour les sportifs pros qui sont jamais là ou toujours en déplacement. Donc souvent en individuel, voire quasiment qu'en individuel, qu'il soit d'ailleurs en sport co ou individuel, ça change rien. Après on peut travailler aussi en collectif, qui est plus touchy. Ça va dépendre de la demande des managers, des clubs et de la structuration de l'équipe qui fait la demande ou comment c'est structuré, on va dire, en interne. C'est possible, c'est par contre moins efficace concrètement, parce que du coup on est moins adapté à chaque joueur, à chaque profil, donc on est moins précis dans ce que l'on fait. Et puis il y a toujours des joueurs qui trouvent ça pas intéressant, qui sont moins dans le projet, et donc pour qui ça fonctionnera moins. Mais les deux options sont possibles. C'est plutôt une démarche individuelle alors du sportif, de se préparer mentalement. Plus que on voit quand même de plus en plus de clubs qui l'intègrent collectivement. Comment ça fonctionne ? C'est le joueur qui vient vous voir ? Comment vous allez les voir ? Comment ça fonctionne ? Il y a plusieurs options. En fait, quand j'ai démarré il y a maintenant 10 ans, alors à l'époque, très souvent, c'était les médecins de clubs qui m'envoyaient les joueurs. Ils repéraient chez tel joueur un problème de stress ou d'anxiété ou de je ne sais quoi, de blessures, etc. récurrentes ou qui avaient des conséquences sur leur reprise. Et ils me disaient, voilà, faut que tu le vois, etc. Ou je t'ai envoyé tel joueur parce qu'il y a tel souci. Maintenant, ça a un peu changé. Les médecins jouent moins ce rôle-là parce que les joueurs font plus la démarche individuellement, donc viennent de leur plein gré. Ce qui est mieux, concrètement. Parce que du coup, ils ont plus de motivation et plus d'intérêt à enclencher un vrai travail et un vrai changement. Donc c'est plutôt eux qui font la démarche. Tous ne sont pas intéressés. Beaucoup ont peur de faire ce travail-là, notamment les plus anciens joueurs ou ceux qui sont déjà un peu, on va dire, déjà avancés dans leur carrière. Les jeunes, par contre, ils montrent beaucoup d'intérêt. Après, l'intérêt dure ou pas et leur motivation dure ou pas, mais ça est en train de changer quand même. Et je pense qu'il y a une petite vague de changement parce qu'on voit quand même bien qu'à un niveau de performance aussi extrême, comme il peut y avoir à l'UBB, au Girondins ou au tennis là, avec Wimbledon, en fait, à ce niveau-là, vous ne pouvez pas performer longtemps. On peut très bien performer sur un one-shot ou faire comme ça des espèces de coups d'essai ou des trucs comme ça un peu spectaculaires. Ça va marcher une fois, mais pour que ça marche 10 fois ou 20 ans ou comme Federer, il faut vraiment s'entraîner mentalement. C'est un vrai travail de fond. Alors vous avez cité Wimbledon, vous avez cité Federer. On va prendre un petit cas pratique dans l'actualité de cet été qui vient de se dérouler, la finale de Wimbledon. Avec Novak Djokovic qui a donc battu Roger Federer en finale en 5-7 avec un match particulièrement épique. Il a été dominé quasiment tout le match. Il a été assez impressionnant dans les tie-breaks. Est-ce que vous, avec votre œil de spécialiste mental, comment vous jugez cette rencontre et cette façon dont Djokovic a réussi à renverser Federer sur les moments clés ?
Bon, c'est un très bon exemple. Je vais prendre celui-là, puis du coup aussi Roland Garros, parce que du coup ça fera le complément. Vous aurez la version des joueurs qui bossent et ceux qui bossent moins mentalement. Alors pour Roland Garros, je vais prendre des cas sans dire les noms, mais vous pourrez les reconnaître, des cas de joueurs qui bossent moins mentalement, en fait français, et qui ont expliqué après leur défaite qu'ils avaient déjà anticipé la victoire. Et que du coup, plus de paillettes, plus d'argent, plus de tout ça, et plus de public aussi. Et donc, ils étaient déjà, on va dire, dans la projection de si je gagne. Oui. Grave erreur, mais erreur inévitable. C'est-à-dire que le cerveau va forcément anticiper la défaite et la victoire quand on approche d'une fin de match ou d'une fin de set. On est déjà dans l'anticipation. Pour couper ça, en fait, ou du moins pour réduire cette espèce de mécanisme comme ça du cerveau qui va forcément anticiper ou repenser au passé, il faut travailler mentalement. Et c'est ce que fait Djokovic. Je pense que Federer le fait aussi, mais l'explique moins, c'est parce qu'il est très secret sur son entraînement et sur ce qu'il fait. Djokovic parle beaucoup plus, et Djokovic fait de la méditation de pleine conscience, c'est-à-dire qu'il apprend son cerveau à être sur l'instant présent au quotidien. Et quand on sait faire ça, du coup, le cerveau anticipe moins si je gagne, si je perds, si la balle de break, si je l'aime à côté, si elle sort, si machin, etc. Voilà. Et la finale de Wimbledon, que du coup j'ai vu en grande partie, c'était exactement ça. Là où Djokovic est très fort, c'est mentalement. En fait, il a un sang-froid qui est limite stupéfiant et une capacité à peut-être pas à rester calme, parce qu'en plus on voit que ça bouillonne vraiment, qu'il est prêt à péter la raquette assez souvent, mais par contre il a une capacité à se reconcentrer et à être sur l'instant présent dans les moments clés, donc les tie-breaks, c'était flagrant, et la fin de match qu'il a gagné avec des petits miracles, ça joue sur 3 points en fait à la fin, c'est les 3 points qu'il met qui font qu'il gagne, mais donc c'est ça, c'est vraiment un joueur qui s'entraîne mentalement, et la différence au tennis entre les 10 meilleurs mondiaux et les autres, elle est beaucoup sur ça en fait, vraiment, parce qu'ils savent tous jouer au tennis, pas rêver, ils ont tous une technique et un talent assez phénoménal. Physiquement, ils sont plutôt forts, même si Djoko est vraiment un cran au-dessus, et Federer aussi, avec Nadal. Mais mentalement, il y a ceux qui bossent et ceux qui bossent un peu moins, voire pas du tout. Moi, ce qui m'a frappé dans cette finale que j'ai vue en entier, c'est, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est l'endurance mentale, en fait. Je crois qu'il a fallu attendre peut-être le dernier set pour voir un petit signe de frustration de Djokovic qui a tapé sur la chaise de l'arbitre. Il a pris un avertissement d'ailleurs. Federer n'a quasiment rien montré, à part je crois sur un retour facile qui rate, et j'imagine que ça fait partie du travail c'est un travail énorme. Vous disiez c'est comme la préparation physique, c'est presque pareil, c'est de l'endurance. C'est ça qu'il faut travailler aussi. C'est exactement ça. Pour ce sport-là, c'est exactement ce qu'il faut travailler. De toute façon, en tennis, moi je bosse avec plein de sports différents. Je pense qu'en tennis, et sûrement aussi en golf, c'est les sports que je vois où il y a la plus grande concurrence. Les joueurs, ces trois-là, Nadal, Federer et Djoko, sont arrivés à un niveau de performance qui est exceptionnel, que je ne sais même pas si on arrivera à retrouver un jour, parce qu'ils sont excellents sur le plan physique, technique, tactique et mental. Vraiment, tout est au sommet, donc il n'y a quasiment plus rien à travailler. Et la finale, du coup, moi je l'ai vu, mais ça m'a presque un petit peu d'ailleurs, j'allais dire saoulé, ou ça m'a presque un petit peu déçu, parce qu'ils sont tellement bons, qu'il n'y a tellement pas de différence qu'on se dit mais en fait c'est pile ou face quoi, ça va jouer sur un rien en fait, et voilà, que le meilleur gagne ou que même pas, ça veut rien dire parce qu'ils sont tous les deux très très forts en fait et ça joue sur rien. Donc dans ces sports là il faut travailler la gestion du calme, de la concentration sur quand même 5 heures de match, c'est vraiment un sérieux effort, et la capacité à être encore plus focus dans les moments importants, donc tie break, balle de break et les fins de match. Et c'est vraiment un niveau exceptionnel. Et est-ce que vous pensez que Djokovic s'est servi du contexte défavorable, puisque le public était complètement acquis à Roger Federer? Est-ce que mentalement, ça peut être un élément sur lequel il a pu s'appuyer? Alors ça, il a dit en entretien qu'il avait justement été servi un peu des hurrahs vers Federer pour justement lui retravailler et entendre Djokovic à la place de Federer. Alors s'il le dit, c'est sûrement vrai. Pour autant, je pense que c'est peut-être pas la bonne solution. Alors pour le coup, ça a marché, donc on peut pas dire ça, mais c'est un des éléments qui fait que c'est un profil de joueur qui est peut-être moins apprécié que Federer, qui lui restera plus humble et qui n'est pas en recherche d'être tout le temps apprécié, aimé par tout le monde et d'être tout le temps valorisé. Il a un peu ça en fait, et c'est ce qui fait que justement des fois il est moins aimé, moins apprécié que des joueurs comme Nadal ou comme Federer, qui paraissent comme plus humbles sûrement, ou comme peut-être aussi, pas plus humains, mais plus affectifs, ou peut-être plus nature aussi.
Djokovic, il a un côté comme ça très joker, c'est son surnom à la base, très comme ça ambivalent, et on sent qu'il peut jouer des rôles en fait, et ça le public aime pas forcément, donc c'est la face un petit peu sombre de Monsieur Djokovic. Et comment vous avez analysé l'attitude des deux joueurs après la balle de match? Parce que il n'y a pas eu d'explosion de joie, personne s'est effondré, enfin c'est incroyable. Moi j'ai trouvé ça incroyable après tant de tension qu'il n'explose pas dans un sens ou dans l'autre après le match. C'est fou en fait, mais après c'est aussi leur âge, l'expérience, le fait qu'ils aient déjà gagné plein de grands chelems sûrement, et qu'ils savent très bien qu'ils ont joué à un tel niveau en fait. Bon, s'ils gagnent, je pense qu'ils seraient ravis. Federer quand même je trouvais très marqué après, plus qu'habituellement, et on sentait vraiment que c'était un cœur et qu'il était vraiment vraiment déçu de peut-être plus d'avoir raté les points importants que d'avoir perdu le match, parce qu'il sait très bien que s'il avait, je pense, gagné ces points-là, c'était plié. Mais oui, ils sont à un niveau de performance qui est tel qu'ils sont forcément contents. C'est une joie extrême, mais ils savent aussi la contenir en fait. Donc ça peut des fois avoir l'air surprenant en effet. Ouais. Mais c'est vrai que Rafael Nadal, à chaque fois qu'il gagne Roland-Garros, pour le coup, il s'effondre sur la terre battue. Il est beaucoup plus expressif. Ouais. Il est plus sanguin, en effet. C'est vrai. Il est plus sanguin, et puis il y a un côté aussi, il est comme ça, c'est le côté pareil, son nom c'est El Toro, c'est le taureau en fait, donc ça envoie aussi beaucoup de qui il est, de son caractère et son comportement, et il y a une expression qui est beaucoup plus émotionnelle en fait que Djoko qui est vraiment froid, il est très froid émotionnellement. Federer l'est aussi. D'ailleurs, c'était marrant de voir non pas dans le match le comportement de Federer qui est toujours un peu le même, mais de voir par contre son staff dans les tribunes. Alors ça m'a vraiment vraiment percuté, parce que j'ai vu sa femme qui du coup était en pleine émotion, qui était en train de quasiment de prier, je crois, sur les balles importantes. Et son père qui était d'un calme olympien. Je me suis dit ok, quand même génétiquement il y a un petit truc qui est là. On voit bien qu'il a quand même son profil là de son papa qui est très calme et qui prend ça avec une coolitude extrême, et on se dit ok, il y a quelque chose quand même qui est là naturellement, que c'est pas que du travail. Il y a une grande part de travail, mais il y a aussi une part de dîner chez ces joueurs-là. Alors, je vais utiliser une citation de Patrick Mouratoglou pour changer de sport, paradoxalement. Il a dit donc que 90% des joueurs ne sont pas capables d'être numéro 1 mondial. Je regarde leur quotidien et je te le lis, ils ne veulent pas être numéro 1. C'est pour un peu appuyer ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est faire l'effort au quotidien. Et je vais rebondir sur Thibaut Pinot, qui donc cyclisme, qui avant le départ du Tour de France a eu cette confidence dans l'équipe. Je sais que si je gagne le Tour de France, je n'aurai plus cette vie-là. Est-ce que j'ai envie de changer de vie? C'est le rêve de tout coureur, mais ça implique des inconvénients. Le Français qui gagnera le Tour, ce sera une star. Est-ce que j'ai envie d'être une star? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas mon caractère. Ce que j'aime, c'est être tranquille dans ma maison avec mes animaux, c'est ça mon truc. Quand on lit cette citation, donc très franche, est-ce qu'on se dit Thibaut Pinot ne gagnera jamais le Tour parce qu'il fait partie des 90% des joueurs pour le coup des coureurs qui peut-être n'en sont pas capables? Ouais, Joker. Je le connais pas assez, Pinot, pour vous dire vraiment s'il peut ou pas faire ça, mais par contre je peux vous dire que la phrase de Mouratoglou, je la signe telle qu'elle est. Et même moi je serais pas à 10 mais à 5%, voire un peu moins des fois, parce que pour être à ce niveau là de performance dans tous les sports, c'est pas que le tennis, mais dans ce niveau là de performance, c'est-à-dire être un Riner, être un Djokovic comme on a vu, un Michael Jordan ou un Tiger Woods, c'est même pas 1% en fait. Ce sont des joueurs exceptionnels et qui ont un profil évidemment physique déjà très en place et très, très équilibré et très bon tout petit, mais qui ont aussi un profil psychologique très particulier, avec une ambition absolument folle depuis tout petit. Moi j'ai eu des gamins qui m'ont dit à 5-6 ans je voulais être champion du monde. À 5-6 ans, mais personne ne pense à ça en fait. Quand tu es au CP ou même pas maternelle, tu penses pas à ça. Mais eux ils avaient déjà ce rêve là en fait, parce qu'ils avaient vu à la télévision, les JO, les machins, et qu'ils voulaient faire comme lui à la télévision. Et donc ils ont cette espèce de profil-là, plus un ensemble de choses autour, un sang-froid, un calme, une gestion du stress, une concentration, une intelligence qui est hors du commun, et une capacité à faire des efforts aussi qui est hors du commun. Le côté paillettes et strass, tout ça, c'est peut-être pas le plus important, parce qu'on peut très bien être une sorte de moine ou d'hommes qui aiment dans les bois ou qui aiment tout seul en fait, tout en étant champion du monde. J'ai des cas je peux vous dire qui sont comme ça, mais par contre il faut adorer le travail, il faut être dans le goût de l'effort permanent, il faut avoir une ambition décuplée, et il faut faire des sacrifices qui vont faire que vous allez être tout le temps à la marge des autres, que vous allez être tout le temps repéré comme un peu le fou, un peu le mec qui est spécial, et il faut assumer ça, et ça c'est pas donné à tout le monde, loin de là. Donc 10% c'est généreux. En tennis c'est même moins que ça, je pense vraiment. Et on peut sûrement appliquer ce pourcentage pour le coup par exemple au Tour de France, puisqu'on voit que finalement le nombre de coureurs
qui au départ ils sont 180 et puis finalement il y en a quoi? Il y en a 3-4 qui peuvent le gagner le Tour de France, qui sont Exactement. prêts. Exactement. Après, ça ne veut pas dire par contre qu'on ne peut pas passer pro avec ça. Hein. Mhm. Par exemple, si vous lisez le bouquin de l'ancien coach de Michael Jordan, dont j'ai oublié le nom, enfin un préparateur physique de Jordan, dont j'ai oublié le nom, lui il vous explique qu'il appelle ça les nettoyeurs. Ce sont les joueurs qui rentrent dans une salle, qui balayent tout, qui laissent le champ vide pour eux parce qu'ils tracent devant comme s'ils étaient seuls en fait. Voilà. Et ce qui est autour, ça ne les intéresse pas. Donc ils ont une sorte comme ça de capacité à virer tout le monde, à faire des choix clairs, tranchés, à prendre des risques et à ne penser qu'à leur projet. Et votre avis, ils n'en ont rien à carrer, vraiment. À part si tu es l'expert dans tel domaine, mais sinon, ça ne les intéresse pas. Et ces profils-là, moi j'en ai croisé un en 10 ans dans toute ma carrière. Peut-être 2, mais l'autre c'est un peu plus bancal, c'est une fille. Donc un seul, donc c'est vraiment très très peu. Et par contre, quand je travaillais à l'UBB, il y a plein de joueurs. Vous avez à l'Union, vous avez l'Union, à Toulouse, tout ça. Les équipes sont à 30, 40, 50 joueurs des fois dans l'effectif. Et très peu ont ce profil-là, voire quasiment aucun. Donc on peut passer pro en ayant des capacités physiques hors normes ou des techniques, etc. Mais le niveau au-dessus, c'est-à-dire le meilleur joueur du monde ou le numéro 1, ou le mec qui gagne tous ses combats depuis 8 ans, ça c'est autre chose, c'est une autre dimension. Alors justement, vous parlez, bon là on parlait de l'exception, on va parler peut-être plus de votre travail plus quotidien. Ouais. Quand un sportif vient vous voir, quand vous commencez à travailler avec un sportif, comment vous procédez? Vous faites un état des lieux en quelque sorte? Comment vous fonctionnez? Je fais exactement ça en fait. C'est-à-dire que mon travail au départ, c'est de comprendre le fonctionnement et le profil du joueur. Donc ça dure en général 3 séances, 5 si c'est un profil très complexe, mais c'est 3 séances. Je vous dis franchement, avec l'expérience, il rentre dans mon bureau, je sais déjà ce qu'il faut faire. Parce que son comportement, ce qu'il me dit, tout ça, en 2-3 phrases, je sais déjà où on va aller et c'est à peu près clair. Pour autant, c'est pas suffisant. Il faut quand même que j'ai plus d'éléments, plus de chiffres aussi, plus de détails. Et il faut aussi que je crée avec lui une relation de confiance et de confiance. Donc 3 séances dans une phase de bilan qui comprennent un entretien, on va dire, de prise de connaissance, un entretien où je vais reprendre tout son parcours de vie et essayer de comprendre tous les éléments, tous les facteurs qui ont un impact sur son quotidien de sportif et même d'homme ou de femme sportive. Donc les parents, la famille, les copains, les maris, les femmes, les enfants, tout le staff sportif, médical, tout ça et la partie plus psychologique. Et à la fin, on passe un test pour que j'ai des chiffres sur son profil psychologique. Et de là, je sais exactement comment on va aller. Je lui dis, voilà en gros ton profil au bout de 3 séances. Voilà comment tu fonctionnes. Et si tu veux progresser, alors atteindre tel ou tel but ou objectif, ça je te le garantis pas quand tu vas travailler et progresser, ça c'est sûr. Il faut que tu mettes ça et ça en place. Du coup, on met des outils en place. On lui fait un programme d'entraînement très spécifique et très calé, qu'on ajuste par rapport aussi à son niveau et par rapport à l'engagement que l'on ressent qu'il va être capable de faire. Et ça, c'est un peu plus délicat. Mais du coup, on lui crée un programme. Et après, du coup, le programme se déroule et on avance avec ça, vraiment. Pour un sportif pro, on va être très exigeant. Parce que s'il est très ambitieux, on va du coup aussi être ambitieux et avoir des objectifs très pointus. Pour un sportif lambda, un joueur de golf qui veut juste s'amuser ou progresser un petit peu en index, un volleyeur, je ne sais quoi, on est beaucoup plus cool, on adapte un peu l'entraînement, on est beaucoup plus léger. Justement, on parle dans le cliché qu'on a de la préparation mentale, c'est aider à être motivé. Mais j'imagine que c'est beaucoup plus complexe que ça, et que ça peut être aussi... aider à se relâcher, à avoir peut-être des idées un peu moins noires, avoir une gestion du stress moins importante. Le champ est vaste, j'imagine. Exactement. En fait, le champ est vaste et en même temps, il est tellement, des fois, je dirais, répétitif que, en fait, je peux vous l'expliquer. En fait, la plupart des joueurs que je vois, qu'ils aient 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, et qui jouent à un niveau pro ou à un niveau amateur, c'est quasiment toujours la même chose. Ils viennent pour 2 raisons chez moi et chez mes collègues que j'ai formés ou que je croise, avec qui je travaille. C'est le stress et la concentration. Voilà, globalement. Il y a 10% après de joueurs qui viennent pour des blessures, etc., des problèmes plus perso, des problèmes liés à la motivation éventuellement. Mais globalement, on revient toujours au même problème qui est le stress et la concentration. Le stress parce que jouer à ce niveau-là, ce n'est pas normal. Ça demande d'avoir des compétences en gestion des émotions et d'avoir travaillé ça, ce qui n'est jamais le cas. On n'apprend pas aux jeunes sportifs à gérer le stress, même pas à l'entraînement. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que les joueurs, tout niveau, jouent en match comme ils jouent à l'entraînement. Mais en fait, c'est ridicule. Parce qu'un match, vous avez un public, vous avez des gens, il y a de la pression, il y a des résultats, il y a plein de choses qu'il n'y a pas à l'entraînement.
Donc, si on n'apprend pas ça, on ne peut pas déjà être bon et gérer le stress à l'entraînement. Donc, c'est le stress la principale question et la demande, en tout cas, de suivi des sportifs. Et après, il y a la concentration, parce qu'en effet, on se rend compte maintenant, d'autant plus en psychologie, que c'est un facteur clé de réussite. Et que ceux qui savent se concentrer au moment important, au moment clé des matchs, sont ceux qui réussissent, véritablement. Il y a aussi les caméras. C'est vrai que maintenant tout est scruté. Et c'est vrai, comme vous dites, qu'on n'imagine pas ce que ça doit engendrer comme tension d'être au milieu de 25 ou 30 000 personnes. Comment vous le travaillez ça avec des jeunes sportifs? Avec plein de choses, on travaille vraiment sur la partie stress. Et il faut savoir que dans la partie stress, pour le coup, je vais rejoindre notre question précédente, c'est que dans la partie stress, le premier facteur de stress chez les sportifs, c'est la motivation. C'est-à-dire que s'ils ne pensent trop, voire que à la gagne, à la compétition, à bien jouer, bien faire ça, faire plaisir à papa, à maman, aux supporters, etc., ils sont cuits, vraiment. Leur cerveau est tout le temps en alerte parce qu'en fait, ils ne maîtrisent pas justement ce que vont penser papa, maman, les supporters et tout ça. Ils ne maîtrisent pas la gagne parce qu'il y a du monde en face, il y a un adversaire qui ne savent pas s'il est en pleine bourre ou pas, s'il est blessé, s'il a progressé lui. Ça, ils ne le maîtrisent pas en fait. Donc, tant que le cerveau ne peut pas être sûr à 100% de maîtriser la chose, il panique, vraiment. Du coup, il cherche des options, des solutions, et du coup, il cogite, et le joueur, du coup, a un geste qui est moins naturel, qui est moins fluide, qui est moins automatique, et ça ne marche pas. Donc, il faut les amener tout petits et plus vieux à se recentrer sur de la démarche de tâche, comme on appelle en psycho du sport, c'est-à-dire de la progression avant toute chose. La progression, la maîtrise d'un geste, viser la ligne de fond de cours, viser la balle, frapper avec telle puissance, le bing, bing, bing que je mets dans la raquette, le schling du ballon qui rentre dans le filet au basket, tout ça, ce sont des éléments que ça, par contre, on peut maîtriser à un niveau d'expertise déjà avancé. Et ça, du coup, c'est moins stressant. Et c'est déjà un facteur qui fait qu'on baisse le stress tout de suite. On perd 2-3 points en stress juste avec ça. Et est-ce que vous intervenez aussi auprès d'entraîneurs puisque, alors, ils n'ont pas directement les clés d'un match ou n'importe, mais il y a un stress qui est aussi énorme pour eux. Je rigole parce que c'est une des questions qu'on me pose souvent et qui me met le plus dans l'embarras en fait. Très concrètement, moi je refuse de bosser maintenant avec des staffs sportifs, avec des équipes entières ou avec des staffs directement. Si je ne connais pas le manager ou l'entraîneur, et si je ne sens pas qu'il a un intérêt pour ça et que lui-même il est formé un petit peu à ça. Parce que s'il n'a pas les connaissances et les outils par rapport à ça, en fait, on ne va pas se comprendre. On ne pourra pas travailler ensemble. C'est impossible en fait. Des fois, on va trop dans des sens différents et on ne se comprend pas en fait. Donc, je pense qu'une des clés de la préparation mentale et de l'avenir du sport, c'est pas tant les sportifs, c'est plutôt les entraîneurs, en effet. C'est-à-dire d'intégrer dans leur module de formation, plus ou moins complet selon les fédérations et les ligues, tout ça, des modules de préparation mentale. Parce que franchement, je vais vous dire un truc, je suis consultant pour plusieurs ligues de foot, pour le coup, de foot et d'autres sports. Bon, ils sont experts sur la partie technique, franchement, là-dessus, mieux on ne fera pas, je pense. Mais mentalement, c'est pas nul, mais c'est pas très élevé. Et vraiment, ils n'ont pas du tout les compétences d'un point de vue même managérial, en fait, vraiment, qu'on a en entreprise. Dans le sport, ils sont vraiment à la rue. Franchement, ils managent les joueurs comme ils ont été managés eux, généralement. Donc, ils répètent des schémas assez anciens et assez classiques, mais ils ne sont pas adaptés à la taille des groupes, pas adaptés à l'âge des groupes, pas adaptés à plein de trucs, et du coup ça marche plus ou moins bien. Et une des clés vraiment, c'est la formation des entraîneurs de terrain vraiment pur et de former à toutes les techniques ou au moins la théorie en préparation mentale. J'ai très peu de demandes d'entraîneurs pour ça. Par contre, moi, je les forme du coup, parce qu'ils viennent du coup chez nous en formation pour se former justement aux techniques de base. Là, c'est très intéressant. Et ce qui est marrant, c'est que quand ils sont formés à ça, après, vous le direz s'ils étaient là, mais ils changent vraiment leur entraînement, leur approche de l'entraînement. C'est plus la même chose. Et quelles sont les raisons de cette peut-être méfiance ou défiance? Les entraîneurs ont peur de perdre du pouvoir si vous intervenez ou c'est parce que c'est inconnu pour eux, le côté psychologique est peut-être inconnu. Comment vous l'analysez? Complètement, mais c'est tout à fait ça. Vous savez, c'est le terrain des entraîneurs. Ils aiment le contrôle. Ils aiment contrôler tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, toutes les horaires, les machins. Ils aiment le contrôle absolu. Et dès que vous venez avec votre aura plus ou moins grande de psy, préparateur mental, machin, alors là, c'est la panique à voir, parce que c'est ça que vous allez un peu tout regarder, observer, avoir un avis plus ou moins critique, l'exprimer ou pas, mais vous allez avoir un avis, et là, ils sont vraiment en danger, en fait. Mais c'est récurrent, je peux vous le dire, il y a des exemples là en foot féminin, avec Diacre en l'occurrence, qui a fait venir un préparateur mental,
très expérimentée, sûrement très bon, mais pour elle c'était compliqué parce que ça veut dire aussi perdre un peu de l'influence et du pouvoir sur ses joueuses. Et en effet, c'est une prise de risque. C'est pour ça que je vous dis, moi je ne m'engage plus auprès de clubs ou de managers tant que je ne les connais pas, que je ne suis pas sûr de comment on pourra travailler, de la liberté qu'on aura et du fonctionnement très cadré aussi, par contre, et très structuré. Trop dangereux. Alors, je crois que vous avez été dans les universités en Allemagne pour suivre vos premiers cours de psychologie du sport. Également, on voit un courant, notamment du Portugal, avec Leonardo Jardim ou Paulo Sousa, des entraîneurs qui font appel à des universitaires pour les encadrer dans le staff. Est-ce que la France, du coup, a un certain retard sur ces questions de formation, sur ces questions de psychologie ? Oui, clairement. Je réponds un peu de façon abrupte, mais oui, clairement. En effet, j'ai travaillé en Allemagne 2 ans et à l'époque, c'était en 2006, 2005 et 2007, donc c'était en pleine vague de la Coupe du Monde en Allemagne, j'étais vraiment en plein dans le buzz. Et il y avait Klinsmann à l'époque qui lui rentrait des États-Unis et qui avait du coup fait des formations comme ça en psychologie. Alors pour le coup, un poil ésotérique et un poil poussé sur Bouddha et sur le côté mystique qui a effrayé quelques joueurs et qui a été un peu loin des fois. Mais par contre, il a ouvert comme ça une porte d'entrée énorme à la Fédération allemande de foot, qui fait que l'entraîneur actuel dont j'oublie le nom, Joachim Löw, absolument, fait toujours ça. Il est suivi, enfin il a dans son staff un psy du sport. La fédération bosse avec des psys du sport, fait de la prévention sur toutes les questions liées à la dépression, à l'anxiété auprès des joueurs. C'est vraiment très en place. Et là-bas ils sont très ouverts. Mais il y a mieux que ça encore. Si vous allez dans les pays du Nord, en Suède, Danemark, tout ça, la plupart des équipes pro ont tous voire des préparateurs mentaux ou psy du sport pour plusieurs démarches. Encadrer les jeunes footballeurs pour la prévention, l'accompagnement scolaire, psychologique, tout ça. Et une démarche plus de performance liée du coup à l'équipe et au fonctionnement individuel. Donc c'est une autre démarche. En France, on est beaucoup dans l'aspect théorique, moins dans l'aspect pratique. Donc il y a des cours de psycho du sport et préparation mentale en STAPS notamment. En fac de psycho, c'est beaucoup plus rare. Il y en a à Bordeaux parce qu'ici on a des bons chercheurs en psycho du sport, mais sinon c'est très rare. Donc c'est plutôt en STAPS. Mais dans ce qui est de l'intégration du domaine on va dire mental dans le sport, on est vraiment très 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 en retard, vraiment. C'est simple, regardez en Ligue 1. Si je vous demande de me citer un club où vous savez qu'il y a un préparateur mental, ça va être compliqué. En top 14, ça va être compliqué aussi. Et après, il y a quelques cas par-ci par-là. Il y a quelques joueurs qui parlent. Donc j'ai vu l'autre jour des nageurs qui ont beaucoup parlé de ça. Ils en ont un qui est assez connu du coup à Marseille, qui travaille depuis longtemps. Mais c'est finalement assez rare en fait. Alors que quand on me demande ça, je dis, vous savez, nous, en fait, en tant que préparateur, formateur, ce que j'ai en tête, c'est un peu le fonctionnement et l'historique des préparateurs physiques, qui à 30 ans étaient totalement inconnus, et c'est les coachs qui faisaient ça, les entraîneurs qui faisaient ça. Puis ils se sont structurés, ils ont expliqué comment ils travaillaient, ça a marché, etc. Et maintenant, tous les clubs ont 2, 3, 4, 5 préparateurs physiques, en fait. Voilà, nous, on ne sera pas autant, mais l'idée, c'est qu'au moins chaque club pro, Ligue 1, Ligue 2, Top 14, tout ça, ils aient un référent psy par club qui après puisse déléguer. Mais en ne faisant pas ça, en fait, on se met vraiment en retard et en recul par rapport à d'autres nations ou d'autres sports qui, pour le coup, eux, on l'a compris et travaillent ça de façon vraiment intensive et coordonnée. Oui, les All Blacks, notamment, je crois, ont pas mal d'avance dans le rugby. Ça fait une bonne 10-15 ans qui travaillent beaucoup là-dessus et qu'ils ont accepté effectivement cet aspect-là de la préparation. Et quels sont les axes de recherche ou de progrès dans la préparation mentale? Sur quoi on travaille scientifiquement? Oui, scientifiquement. Alors, il y a des axes qui sont très, très, très en place, qui sont en ce moment très étudiés. C'est tout ce qui est donc lié à la concentration, à l'attention en général. Donc, le travail sur l'instant présent, qu'on fait aussi en médecine maintenant ou beaucoup en psychologie générale. Et je pense qu'il y a un axe qui va être maintenant aussi très étudié, ça va être la récupération. C'est-à-dire que si on est sur des carrières longues ou du moins dans une stratégie de carrière à long et moyen terme, il va falloir travailler la récupération. Donc tout ce qui va être lié du coup à l'anxiété au quotidien, au stress au quotidien, au sommeil qui est très très important et à la blessure. Je suis choqué en fait des fois par la blessure parce que du coup je suis quand même à la base psychologue, donc j'ai une démarche quand même assez centrée sur le soin, sur la santé. Et je suis toujours choqué de voir qu'il y a des joueurs qui se blessent, ça va durer 6 mois, 1 an et qu'on ne leur propose rien. Ils sont tout seuls. En général, voilà. Ils le disent, ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls. Ils voient le médecin, mais les médecins, ils font leur taf, ça va vite, et puis ils ont d'autres patients, donc ça tourne assez rapidement. Et on ne propose rien à ces joueurs-là, en fait. Alors qu'on sait maintenant scientifiquement que si vous proposez un suivi
psychologique à un joueur qui est blessé, on augmente sa récupération, on l'accélère en fait, et il revient surtout en meilleure forme sur le terrain, avec moins de peur, moins d'anxiété, moins d'appréhension de la rechute ou de la reblessure. Et si vous prenez le salaire d'un joueur, si vous gagnez un mois de son salaire sur le terrain, etc., ça vous paye largement le suivi psychologique. Il n'y a même pas, ça va pas de faire des stats très compliqués. Donc je pense que c'est ça, l'avenir en fait de la psycho du sport en version scientifique, c'est vraiment sur l'attention, toutes les compétences attentionnelles, sur la récupération et tout ce qui est lié du coup à la blessure. Parce que vraiment là-dessus, il y a beaucoup à faire. On parle du haut niveau, je crois que vous participez à l'application Petit Bambou. Pour le sportif du dimanche ou du samedi matin, est-ce que la préparation mentale peut aussi compter ? Quelles sont les applications concrètes, on va dire, sur quelqu'un qui fait du sport de bas niveau, on va dire ? Alors, je pense qu'un des éléments clés qu'il faut déjà comprendre et qu'il faut vraiment assimiler, c'est qu'il faut se dire que le cerveau est plastique et que du coup, on peut le remoduler, le retravailler, le faire travailler ou du moins le mettre en place de façon un peu différente et du coup faire que des aires cérébrales vont s'activer ou pas, etc. selon votre profil. Donc le cerveau est plastique. Ça veut dire que pour le rendre par contre modulable, il faut faire un travail au quotidien. En préparation mentale, comme en suivi psycho, ce qu'on fait maintenant marche de mieux en mieux, mais ça marche encore mieux si on fait un travail au quotidien. Et l'outil qu'on a trouvé en ce moment qui fonctionne très bien, c'est la méditation. Donc si vous méditez tous les jours, entre 10 minutes et 20 minutes, si vous êtes déjà un peu plus motivé et que vous avez plus de temps, tranquillement, au bout de 1 mois, 2 mois, votre cerveau va se structurer et vous allez augmenter votre capacité à être dans l'instant présent. Donc vous serez moins stressé, moins anxieux, vous allez moins vous projeter tout le temps et tout le temps dans l'anticipation et vous allez surtout moins ressasser le passé et les choses qui vous ont énervé ou qui vous ont un petit peu déçu. Donc juste avec ça, on arrive à travailler du coup le quotidien et à rééquilibrer un peu le cerveau du coup de chacun, ce qui a des conséquences sur le travail, sur les relations humaines, sociales et aussi dans le sport. Donc si vous pratiquez un petit sport à un petit niveau, en fait ça n'a aucune importance, ce qui compte juste c'est votre façon de le pratiquer et c'est ce que vous allez en retirer en fait, ce que ça va vous apporter. Et ça, la méditation, ça sert à ça. Et ça marche très bien. Même moi je suis le premier surpris, quand j'ai commencé, je me disais mais c'est déjà le terme méditer était pour moi un peu ésotérique, donc me dérangeait un petit peu. Sur moi ça a marché tout de suite et assez radicalement, et sur les patients la même chose. Je me suis dit mais quand même c'est assez fou, et donc ça marche vraiment très bien. Par contre ça marche si c'est régulier et si c'est respecté en termes de temps et de quasiment comme une routine du quotidien, comme on prend un petit déj ou qu'on boit un café à 10h, etc. Si c'est comme ça routinier, ça structure le cerveau et la qualité d'instant présent. Et vous pensez que le sport peut aider aussi on parle beaucoup maintenant de sport en entreprise ou de sport santé, peut aider aussi au bien-être et à l'efficacité aussi au travail. Vous pensez que c'est clairement. Beaucoup de travaux qui sont faits justement en STAPS, en fac de sport, étaient sur ça à la base, c'est-à-dire on cherchait à vérifier, à mesurer le bienfait du sport sur des aspects psychologiques, de santé ou même médicaux. Donc on sait que ça marche sur plein de choses et que c'est très efficace. Maintenant, ce qu'on fait, c'est un petit peu différent, c'est que par exemple avec Focus Consultant, pour qui je travaille et que j'ai cofondé, on est dans une démarche de proposer aux entreprises et aussi au personnel soignant la démarche qu'ont les sportifs. C'est-à-dire un petit peu de sport, mais aussi beaucoup de méditation et beaucoup de gestion du stress, beaucoup de tout ça. Parce que les sportifs, mine de rien, ils apprennent beaucoup grâce au sport. Ils apprennent beaucoup sur l'humain, sur les autres, sur la gestion en groupe, la vie en groupe, et sur la gestion du stress perso et sur ces éléments-là. Et du coup, on essaye maintenant de prendre ce que les sportifs font et de l'adapter à l'entreprise, au travail, et du coup de faire que chacun puisse progresser en fait sur soi et trouver une sorte d'équilibre et de bien-être un peu plus, je dirais pas naturel, mais un peu plus simple au quotidien. Dans l'ouvrage Préparation mentale du sportif, vous racontez votre enfance au début du livre. Vous étiez inscrit au judo à l'âge de 8 ans sur les conseils de médecins. Ouais. Est-ce que vous étiez un petit peu trop timide? Une expérience qui a été compliquée à vivre pour vous. Et vous racontez que en fait, vous vouliez être le premier, le deuxième ou perdre, ce n'était pas envisageable. Vous aviez une peur folle à l'idée de ne pas gagner. Et du coup, vous avez arrêté assez rapidement le judo parce que c'était... c'était finalement trop douloureux, frustrant pour vous. Avec le recul, quel conseil vous donneriez aux parents qui ont peut-être un enfant qui est dans le même cas, qui est trop compétiteur? J'étais le cas parfait du jeune doué mais très stressé aussi en fait, par justement le fait
de penser trop à la gagne et trop à être numéro 1, ce qui n'a à 8 ans absolument aucun sens, mais pourtant pour moi ça en avait à l'époque. Je leur dirais en fait aux parents que c'était pas normal d'avoir un gamin qui stresse, qui vomit avant les compétitions, qui panique devant un examen oral, devant des situations sociales, etc. C'était pas normal en soi, à ce niveau-là en tous les cas. Donc il faut le prendre entre guillemets au sérieux et il faut aller consulter quelqu'un. Et pour ça, il faut pas hésiter à aller voir un préparateur mental ou un psy du sport parce que lui, il est rodé à ça en fait. Et ce qui, pour les parents, va paraître quelque chose vraiment d'ingérable ou sans solution, lui, il aura plein de solutions à vous proposer et il saura vite régler la situation. Et ça se travaille très vite, en fait, vraiment. Donc, c'est ces exemples-là qui sont quand même assez percutants, je pense, parce que ça arrive à plein de parents. Mais il faut par contre le prendre intelligemment, donc faire appel aux gens qui sont vraiment, pour le coup, experts dans ce domaine-là, en fait. Eh bien, merci Anthony pour votre regard et vos explications. Je crois d'ailleurs que vous allez sortir bientôt 2 nouveaux livres, c'est ça? En 2020, si tout va bien. D'accord. Eh bien, on suivra ça avec attention. Merci Frédéric d'avoir été avec nous. Merci. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que ce numéro et les précédents vous ont plu. N'hésitez pas à partager vos impressions sur notre adresse podcast@sudouest.fr et en notant le Sud-Ouest Sportcast. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cet épisode ainsi que tout le catalogue podcast de Sud-Ouest, musique, vin, cyclisme, rugby, coulisses de l'info, etc., sur notre site, sur notre page Pipa, Spotify, Deezer, YouTube, mais aussi les applications podcast iTunes ou encore Google Podcast. Il me reste à vous souhaiter un très très bel été et à vous dire à bientôt. Ciao ciao.